bon début du mois de mai. Bon début de ce mois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Nous allons commencer ce mois, on l'a commencé avec la fête du travail. Est-ce que l'on doit célébrer ou on doit commémorer ce travail? Qu'est-ce que l'on doit finalement faire en ce moment? Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Alors, trois grandes questions. La polémique autour de la déclaration de Gilles Alinguete, la congolité doit refaire surface dans la loi électorale. C'est une question que les gens se posent. À quoi joue le Rwanda dans son accord avec la Grande-Bretagne? Des questions que l'on se pose. Je reçois deux personnes aujourd'hui. Maître Richard Bondo, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et de la CPI. Et puis le professeur Adolphe Joseph Voto, professeur de l'IFASIC, mais aussi écrivain. Messieurs et dames, recevez nos salutations. Nous commençons d'abord par cette actualité que vous connaissez tous d'ailleurs, ceux qui m'ont lu sur Twitter. Je l'ai tweeté le matin. Finances publiques en République démocratique du Congo, le directeur Barnabé Mouakadi, DG de la DGI, l'homme par qui le miracle de la mobilisation des recettes publiques est passé, sous l'œil vigilant de l'IGF, le rêve des Fachi d'avoir donc un budget de 18 milliards de dollars devient de plus en plus possible. Au sujet de ce record que Fachi vient de faire, 1,5 milliard de dollars ont été enregistrés seulement pour ce mois d'avril. 1 milliard, je dis bien le mois d'avril seulement. Avec les régies financières, vous entendrez des nouvelles. Messieurs et dames, aujourd'hui, nous parlons avec les deux invités qui sont là. Professeur Voto, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, vous êtes écrivain, mais aussi documentariste. Ouais. Et là, vous êtes en train de travailler sur un documentaire assez important que moi j'ai relayé aussi, que nous allons continuer à relayer, un militaire déjà centenaire. Oui, un ancien combattant de 40-45. Je ne travaille pas sur le documentaire parce que le documentaire est sorti en 2018. Et le héros de ce film, c'est lui, Albert Kounouk. Ils étaient à deux. Albert Kounouk et Daniel Mioké. Daniel Mioké est décédé en 2020. Quand le film est sorti en 2018, les échos sont allés jusqu'à la présidence et les chefs de l'État les avaient élevés au rang de chevalier de l'ordre national. Alors il s'est fait que le premier est décédé et il a été enterré symboliquement le 30 juin 2020. L'autre qui est resté, il va totaliser 100 ans d'âge, et ça la grande nouvelle, pour le Congolais, pour le monde entier, parce que c'est un personnage historique pour le monde entier, parce qu'il a été à la guerre mondiale aux côtés des Américains, des Français, des Britanniques en Birmanie, et face aux Chinois, aux Coréens, aux Japonais qu'il a combattu. Et il totalise aujourd'hui, dans 3 semaines, 100 ans d'âge, et nous pensons qu'il mérite d'être fêté. Ah ben il a bien vécu, 100 ans. Hein. Bon, bien vécu par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge, mais par rapport les à moyens la vie. n'ont pas toujours... Donc, les motivations qui nous animent, d'abord, à l'ayant choisi comme héros de notre film, et puis aujourd'hui relayer cette information, c'est que depuis 1945 qu'ils sont rentrés à la guerre, ils n'ont jamais rien reçu, alors rien. À part la petite médaille qui leur a été décernée à la fin de la guerre. Donc, je veux provoquer ils ont à vécu dans l'occasion. l'anonymat, comme ça. Ils ont vécu dans l'anonymat. Avec des moyens très modiques du gouvernement congolais, très modiques, mais le gouvernement belge n'a rien fait. Quand le film est sorti, ça a créé des débats en France et en Belgique, et les anciens commandants de l'époque, les anciens ministres de l'époque ont été interpellés. On dit, mais comment est-ce possible? Parce que disons quand même que la France, bien qu'elle a fait des efforts pour prendre en charge les Sénégalais, les Algériens et tout ça, qui sont en très nombre réduit aujourd'hui parce qu'ils sont tous morts. Mais les Congolais, rien, encore rien. Alors, à l'époque, ils disent, non, nous, on ne doit rien à ces anciens combattants parce que l'argent qu'on leur devait, on avait remis ça au gouvernement zaïrois à l'époque, qui nous devait, nous aussi, de l'argent. Et par compensation, au lieu que Mobutu nous paye, on avait dit qu'il paie ça aux anciens combattants. Un argument qui ne tient pas debout parce qu'il s'agit de l'argent. D'abord, je dis, mais quand ces gens ont combattu, Mobutu n'était pas là. Et puis, comment on peut prendre l'argent des gens personnels, des individus, comme on dit, l'argent de leur sang, pour donner au gouvernement zaïrois en compensation de dettes de téléphone et tout ça. Donc, nous provoquons ce débat-là. Il y a un programme. On va d'abord, les jours de son anniversaire, c'est un vendredi 20 mai. Il sera à la place de l'Indépendance pour une marche de santé. Il est fatigué, mais il peut tenir encore. Est-ce qu'il marche? Il marche. Seul? Il marche seul.
À la limite, pour craindre le pire, on peut le tenir, mais en tout cas, il marche. Je le visite chaque 2-3 semaines pour l'encourager à marcher parce que je tiens à cette marche de santé pour symboliser, pour dire qu'à 100 ans, on peut marcher. Et il est aujourd'hui le symbole de l'endurance militaire. Au-delà de la maladie, au-delà des mauvaises conditions de vie, mais il tient. Et le samedi, le soir, au Palais du Peuple, on aura, d'abord le vendredi, il y aura une conférence de presse avant midi. Il va raconter à la presse son histoire et comment il a vécu. Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il a encore toutes ses facultés? Il parle, il ne voit pas très bien. Il a difficile à dévisager les gens maintenant, mais en tout cas, il parle, il a la mémoire. Et pas qu'on racontait son histoire. Ce qui est extraordinaire dans son histoire, c'est qu'il a reçu en 2015 une médaille de Vladimir Poutine. Quand il me racontait ça, je n'y croyais pas. Je me disais, mais c'est vieillard, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Mais je suis allé chez lui, j'ai vu une attestation accompagnant la médaille signée à l'encre bleue de la main de Vladimir Poutine. Mais c'est une histoire extraordinaire. Et je voudrais provoquer à cette date-là une conférence débat, un débat entre les parties prenantes. L'ambassadeur de la Belgique est favorable pour participer à ce débat-là. Je crois qu'on aura le ministre de la Défense, sinon un membre du gouvernement, et des scientifiques qui seront là pour que vous, les journalistes, que vous leur posez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je voudrais bien poser la question, Maître Bondo. Maître Bondo, est-ce que vous ne voyez pas que le Congo a cette habitude finalement de sponsoriser les morts, de venir toujours après? Quelqu'un a vécu pendant toute sa vie dans l'anonymat, et puis ce n'est que maintenant qu'on va lui donner la place au Palais du Peuple, ce n'est que maintenant que le gouvernement pourra parler de lui, alors qu'il a des enfants, il a des petits-enfants qui ne bénéficieront jamais des efforts de leur père. Est-ce que cette mentalité doit finalement s'arrêter? Et puis, est-ce que ce n'est pas ça ce qu'on appelle en France ou aux États-Unis des vétérans? Merci beaucoup, Christian. D'abord, d'avoir permis cette rencontre après, je crois, 2 ans avec l'excellent professeur Voto, mais qui me surprend encore parce qu'il me parle d'un monument. Il nous parle d'un monument. Vous savez, le vétéran, comme vous l'appelez, il a fait des exploits, pas pour nous les Congolais. C'était pour le Congo belge. C'est-à-dire la Belgique qui a bénéficié de l'économie de la colonie, le Congo, n'a pas été sujet du plan Marshall. C'est-à-dire, lorsque les États-Unis et la communauté internationale ont assisté les pays après la guerre, ce qui a justifié même que l'OTAN ait son siège à Bruxelles, c'est parce que la Belgique est sortie sans dette de la guerre, à cause de recettes qu'elle avait engrangées ou que le royaume de Belgique avait engrangées grâce au Congo. C'est pour cela que je dis c'est de l'ingratitude que la Belgique ne pense pas aux anciens combattants, aux vétérans de la guerre congolais. Parce que ses propres anciens combattants qui n'ont pas eu le même mérite que les nôtres, ils sont pris en charge. Alors il faut corriger l'histoire un peu, corriger cette injustice. Ce qu'il faut corriger, c'est cette injustice. Oui. Et c'est pour cela qu'il faut que et le ministre de la Défense et le ministre, vice-premier ministre des Affaires étrangères travaillent ensemble pour que nos anciens combattants, même décédés, puissent être honorés, ne serait-ce qu'à titre posthume. Être honorés, même à travers leur progéniture, par la Belgique. Alors, parce que, comme je vous le dis, la Belgique est sortie de la Deuxième Guerre mondiale sans dette. Très bien. Et le plan Marshall a servi à reprendre l'économie des autres pays européens. Alors, on va terminer alliés. On va terminer ce sujet avec vous, professeur. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle vétérans aux États-Unis, mais ils sont beaucoup plus crédibles? Mais moi, ma plus grande question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autres qui croupissent dans l'anonymat?
Bien sûr, quand le film est sorti en 2018, j'ai eu beaucoup de coups de fil. Ben, vous savez, c'est un travail de recherche. Il faut y aller méthodiquement, sinon tout ce que vous construisez, ça s'effondre. Si jamais vous présentez quelqu'un qui n'a pas qualité, ben c'était facile pour moi de vérifier parce que les anciens combattants, c'est connu. Un, quand vous les voyez, c'est plein de médailles et chaque médaille a une signification. Deux, ils ont une tenue spéciale. Par exemple, Kounouk a une tenue de l'armée britannique parce que son commandant c'était Montgomery. Montgomery, quand vous effleurez l'histoire, c'est un grand commandant. Il est mort. Il est mort de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je posais toujours la question, est-ce qu'il y a de médailles? Souvent, les gens appellent, mais il n'y a pas de médailles. Oh non, médailles, on a jeté tout ça. Est-ce que ces tenues sont là? Non, il n'y a pas de tenue même. Le témoignage verbal... C'est pas crédible. Il faut plus de... Est-il qu'il y en a un qui s'est manifesté? Je crois que c'est parce que j'ai commencé par le ministère de la Défense, au niveau du secrétariat général chargé des anciens combattants. Ces deux-là étaient retracés. Ils avaient leur dossier là-bas, tout ça. Mais après, il y en a qui se manifestent. Je crois que si on continue, Très bien. surtout en province où on mange bio, où l'air est frais, on peut encore en trouver. Messieurs et dames, nous allons donc parler tout de suite actualité. Et là, vous le savez, c'est la loi... Non, d'abord la polémique au sujet de la déclaration de Jules Alinguete. Il se trouve actuellement en France, mais avant, il était aux États-Unis, devant donc les investisseurs. Et l'inspecteur général des finances a brisé le silence après les différentes sorties médiatiques de quelques Congolais, généralement ceux de l'Est, où les groupes armés continue à tuer et à piller les biens de la population. Dans une communication à la presse ce week-end, l'inspecteur chef des services de l'IGF a fixé l'opinion sur le contexte dans lequel il n'y a pas eu guerre en RDC. Monsieur Alinguet a précisé qu'il était devant des investisseurs qui avaient besoin d'une assurance de sa part pour s'orienter vers la RDC. Il avait donc rappelé également les efforts consentis par le gouvernement pour contenir la situation sécuritaire à l'est du pays. Loin de cracher sur la mémoire des victimes de l'insécurité à l'est de la République, Jules Alinguete regrette que ses propos ont été enlevés dans les contextes qu'il les avait exprimés par ses détracteurs. Entendez par là toute cette bande de mafieux avec leurs sous-traitants. Alors, Maître Bondo, en tant qu'avocat, mais aussi en tant qu'analyste politique, d'ailleurs de faits sociaux aussi, Jules Alinguete se trouve devant les investisseurs et il dit, il répond à une question d'une dame, parce que c'est une dame qui avait posé la question, pourquoi les investisseurs vont-ils venir chez vous alors qu'il y a guerre? Et c'est ainsi qu'il a dit tout ça. Mais après, un député porte plainte à l'Assemblée nationale, il y a un peu de la brimade. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, Christian, vous me parlez d'un député. Oui. C'est-à-dire, c'est un législateur. Oui. Mais lorsque vous avez un député qui ignore la Constitution, est-ce que sa motion ou sa question peut-elle être reçue à l'Assemblée nationale? Comment ça? Parce que ce monsieur, l'article 62 de la Constitution dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Et surtout, à plus forte raison, un député national. La Constitution est là. Lisez un peu l'article 86 et l'article 143. L'article 86. 86. Alors, le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Allez à l'article 143. L'article 143, j'ai lu au nom du peuple. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de 2 chambres. Il en informe la nation par un message. Les droits et devoirs des citoyens pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire national par des forces à l'extérieur font l'objet d'une loi. Oui. Dans ce contexte, Jules Alinguete se trouve à l'étranger. Il parle aux investisseurs pour les convaincre De venir ici. des opportunités que nous avons pour venir et booster l'économie nationale. Quand il dit qu'il n'y a pas guerre, au terme de la Constitution de la République, est-on en guerre ici?
n'y en a pas. Bah, parce qu'il n'y a pas de déclaration du président. Aucune ordonnance, aucune autorisation, ni de l'Assemblée, ni du Sénat. Donc, le Conseil supérieur de la défense ne s'est jamais réuni pour dire qu'il y a guerre. Le Conseil des ministres non plus. Le Conseil des ministres non plus. Alors, ce député, ignorant la loi, est-ce qu'il peut demain être élu? Moi, je crois que c'est Alain Guette qui doit le poursuivre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est vexatoire. des propos. Il a livré la personne de Jules Alinghetti à la vindicte populaire. Alors que lui est ignorant de la loi. Parce qu'il est ignorant de la loi, il n'a aucune excuse. Parce que chez nous, nul n'est censé ignorer la loi. C'est toujours la Constitution qui répond ainsi. Alors moi je crois que lorsqu'on est devant des investisseurs étrangers, nous avons certes des problèmes à l'interne. Il y a cette affaire du M23 qui est pratiquement le Rwanda, mais notre pays, depuis le régime passé jusqu'à aujourd'hui, notre pays n'a pas déclaré la guerre. Mais l'état d'urgence, ça c'était à propos de la Covid, l'état de siège, c'est parce qu'il y a des groupes armés qui sèment mort et désolation dans notre pays. Nous n'avons dans ce pays ni guerre civile, ni guerre à proprement parler, conformément au texte. Et comment voulez-vous que Jules Alinghetti, qui nous représente, qui est mandaté par le gouvernement à convaincre les investisseurs, puisse aller leur dire il y a guerre chez moi, il y a guerre mais chez venez nous, quand même. Ne venez pas. C'est manque de patriotisme dans le chef de ce fameux député et de ceux qui sont derrière lui, notamment les petites ONG quelconques là de Lucha et consorts, qui sont à la recherche des financements. Vous savez, notre misère, la misère du Congo, c'est quoi? Le chômage entretenu par les Duisi temps passé a poussé les gens à la mendicité. Alors tout ce monde que vous entendez, Lucha, mouvement, je ne sais pas quoi, ce n'est pas, c'est des désœuvrés qui parcourent les ambassades ou les petites ONG étrangères pour avoir les financements et survivre. C'est la mendicité créée par la misère. Mais lorsqu'on aura donné de l'emploi aux Congolais, vous n'entendrez plus ce genre de... Nous n'aurons plus que les syndicats, les ONG de défense des droits de l'homme et peut-être aussi les églises, parce qu'il y en a. Très bien. Voilà. Alors, Prof Voto, la même question, ça énerve les gens. Pour certaines personnes, Jules Alinghetti a craché sur la mémoire des gens qui sont morts. Jules Alinghetti, j'ai vu même le tweet de monsieur, je ne sais pas comment il l'appelle encore, l'ancien porte-parole de Kabila, j'ai oublié le nom. Il dit... Oui, Koudra Kassonga a fait une histoire comme ça, mais je regrette parce que c'est quand même quelqu'un d'un certain niveau, mais je crois que le chômage pose problème. Alors, il dit, je vais citer, il dit, va-t'en à Alinghetti, tu es partout, tu es procureur général, tu es ministre de la Défense, tu es ministre des Finances, tu es ministre de l'Économie, va-t'en, on n'a plus besoin de toi. En fait, je paraphrase un peu. Et bien d'autres journalistes ont aussi relayé le même message qu'il aurait craché sur la mémoire des Congolais. Vous, en tant qu'historien, mais aussi en tant qu'analyste politique, est-ce que vous avez été choqué par le propos de Jules Alinghetti? Je ne veux pas rentrer dans des considérations juridiques par rapport à Maître Bondo, mais je crois que la question qui se soulève, ce n'est pas une question juridique. C'est pas la situation que vit le Congo, d'abord, ça fait presque 25 ans, personne n'a jamais, aucun président de la République n'a déclaré la guerre. Nous sommes victimes. Kabila, pendant tout ce temps, n'a jamais déclaré la guerre, même Mobutu, je ne sais pas, mais ce n'est pas question de déclarer la guerre. Nous, on est victimes, on est attaqués. On subit et on est obligé, on est dedans. C'est une situation sociologique. La situation sociologique est telle qu'on est en insécurité depuis 25 ans. Depuis l'arrivée des Rwandais ici. 94, je crois, je ne sais plus, 94 ou 95. On est dans l'insécurité. Et ça va par vagues. Il y a eu AFDEL, il y a eu CNDP, il y a eu M23 aujourd'hui. Ben, la situation, elle est là. Quand on parle des investisseurs, on dit, un investisseur, c'est comme un lapin, il n'aime pas le bruit.
il n'est pas... Qu'on dise juridiquement qu'il y a formellement guerre ou il n'y a pas guerre, la situation est telle qu'il y a insécurité. Ça, c'est une chose. Et ça, Jules l'a relevé. Il a dit qu'on est dans une insécurité. Il a même parlé des conflits armés, Voilà. mais il n'a pas dit qu'on est en guerre. Voilà. Et donc, d'abord sur le plan de la forme, on se pose la question, est-ce qu'il revient à Jules Alinghetti d'aller mobiliser les investisseurs? Est-ce que c'est dans ses missions? Je crois que l'État, c'est un corps. Il y a des gens qui jouent tel rôle, des gens qui jouent tel autre rôle. Il y a des ministères qui existent, il y a des établissements spécialisés qui existent. Mais on dit que c'est moins crédible que l'IGF. Il est le seul, c'est la seule Oui, structure mais à avoir, ça, justement. c'est la seule structure à avoir été honorée ça- par le Trésor américain. Et c'est la demande, je vous contextualise, c'est la demande de l'Amérique qui a demandé au président de la République de déléguer quelqu'un de beaucoup plus crédible. Et quand la personne qui se retrouve là, c'est on va dire le contrôleur des finances de la République, ça a beaucoup plus de crédit que... C'est vrai, mais c'est là le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est que les structures formelles ne marchent pas. Alors on fait recours à un fonctionnaire. Jules Alinghetti, c'est un fonctionnaire de l'État. Il n'est pas politique et malheureusement, Jules Alinghetti est au devant de la scène. Il n'est pas communicateur de par ses fonctions. Un fonctionnaire, ce n'est pas un communicateur, il fait son travail. Ce sont les autres, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre du Commerce extérieur. Ce sont ces structures-là qui sont habituées à communiquer avec les partenaires, avec le public, qui doivent relayer son travail et le valoriser. Malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est vrai, je dois dire que j'étais très remonté contre Jules Alinghetti quand j'ai appris ça. Et encore, que ce sont ses collaborateurs qui ne l'ont pas aidé. Ce que vous dites aujourd'hui, ils ont dit non, ces propos ont été déplacés de leur contexte, manipulés et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis très apaisé et j'ai de l'admiration pour Jules Alinghetti parce qu'il a ce que vous n'avez pas dit. Il a eu le courage de dire que je regrette mes propos. Il ne le met pas comme ses collaborateurs, ses communicateurs qui le mettent sur le dos de ceux qui font des commentaires. Il a assumé. Et ça, j'ai aimé. Et je crois que dès lors qu'il a assumé, il y a apaisement maintenant. Mais est-ce qu'il y a-t-il de faux dans ce qu'il a dit? Est-ce que c'est faux que le pays n'est pas en guerre? Parce qu'il a cité Mbandaka, il a cité Lubumbashi, il a cité Goma, il a cité beaucoup d'endroits, en disant que la guerre que vous entendez là, on le voit à la télévision, et c'est un peu plus loin, c'est très loin, c'est dans des cas mais c'est isolés. ça qui gêne les gens. Mais comment ça va Quand gêner? vous Parce que dites moi, que- j'étais à non, Béni. Écoutez. J'étais à Béni, je n'ai pas vu les gens tuer les gens là-bas. À Béniville, alors. Non, Mais quand j'arrive à Béni, je pose la question, on me dit non, c'est pas, il faut aller un peu plus là-bas. Lorsque vous allez à 200 km, à 300 km, c'est là que vous voyez qu'il y a des exactions, mais c'est des façons Mais c'est ça qui gêne les sporadiques. autres. Parce qu'on dit, le Congo, c'est quand même, entre Kinshasa et là où il y a des affrontements, parce qu'il y a affrontements, il ne faut pas nier ça. Si, affrontements, Ça il y a. se passe pendant que le président est en train de négocier avec le M23. Et vous dites qu'il n'y a pas de guerre. Mais C'est pendant ce temps-là. Ok. Pourquoi le président? Et là, c'est encore une faute. Quand je vis ça, je dis, mais pour qui a amené le président là-bas? Le président, Kabila n'a jamais négocié à part 2002 à Sun City. non, mais Et comment là, ils ont fait il pour était- rentrer dans la... Comment les Il M23 ont fait pour rentrer dans l'armée? Comment il y a eu tous ces brassages? Mais c'est lui qui a négocié avec les rebelles. Pas Parce que Kabila, il n'y en a pas. personne Même en interposé. 2009, Écoutez, 2013. écoutez, pas personne interposé. Ça ne se passe pas comme ça. Excusez-moi. Moi, je veux qu'il y ait la paix, que le M23 rentre, tout ça. Compte tenu du passé, on sait comment ça a fonctionné avec le M23, avec les AFDL, tout ça. Comment on prend des gens de rien pour en faire des généraux à Kinshasa. Oui. On sait comment. Et on craint que cela arrive. C'est pourquoi on préfère que, vaut mieux que ce soit des plénipotentiaires. Vaut mieux que ce soit des gens à second degré. Jusqu'à ce que lorsqu'on aura tout dégagé, que le président rentre là-dedans. Mais si déjà le président va rencontrer des gens qu'on a vus là, qu'est-ce qui va rester pourquoi après? vous ne rentrez pas dans le fond en disant, par exemple, la différence entre Kabila et Félix Tshisekedi, c'est qu'avec Kabila, il y avait la possibilité de réintégrer l'armée avec votre grade. Mais avec Tshisekedi, il n'y a pas de possibilité de Ça, réintégrer c'est l'armée. vous qui l'avez dit. Il n'y a pas de possibilité Vous de pouvez faire pas dire ça de faire la aujourd'hui. politique. Non, mais c'est ça le fait, en fait. C'est ça l'information. On ne peut pas dire ça parce qu'on fait que commencer. On a à peine qu'on a commencé. On ne connaît pas la suite. Mais on a déjà donné les conclusions. Voyez-vous. Félix Tshisekedi l'avait dit. On ne négocie pas, vous n'entrez pas dans l'armée, vous rentrez vous rentrez civil. La société. Si vous voulez faire l'armée, vous faites le circuit normal. Mais tout ça, Oui. moi, je n'aurais pas voulu qu'on puisse afficher le président. Ah, d'accord. Voilà. Le président, c'est le dernier niveau. Très bien. Parlons, puisqu'on parle de Jules vous Alinghetti, aurez la en tout parole cas, pour moi, je crois oui. qu'il a fait amende honorable. Dans ce pays, les gens ont fait des choses terribles. Hein. Ils ne demandent pas pardon. On connaît des gens qui ont fait des choses terribles au sommet de l'État dans ce pays. Ils ne demandent pas pardon. Mais Jules Alinghetti a eu le courage d'assumer
Il a demandé pardon. Mais il a dit, mais Gilles n'a pas demandé pardon pour les propos. Il dit par exemple, je regrette mes propos qui ont été enlevés de leur contexte. Non. Vous avez parlé de... C'est ça, en fait. Non, écoutez. Sa déclaration est là. Non, vous avez cité les États-Unis et la France. Les États-Unis, il était à Houston. Il y a eu 2 conférences aux États-Unis. Oui, il était à Houston. À Houston, Oui, à à la Houston. deuxième conférence, après ses déclarations, il a dit « Je regrette mes propos qui ont blessé plusieurs ». Il a demandé pardon aux Congolais, pas à ses détracteurs. Ça, il y a une nuance. Ok, mais parce que moi, les propos Ça, que il y a j'ai une suivis, en tout cas, c'est... Vous avez enlevé mes propos dans leur contexte. Ça, c'était avant. Ah, ok. Ça, c'était d'accord. avant. Après, il a dit qu'il regrette. Parce que là, c'était devant les Congolais. À Houston, c'était devant les Congolais. Là, c'était devant les investisseurs. Oui. À Houston, c'était devant les Congolais. Il a commencé par dire « Je regrette mon propos qui a blessé beaucoup de mes compatriotes et je ne peux pas accepter, je ne peux pas cracher sur les morts. » Donc là, je crois que le débat est clos. Très bien. Mais pour la suite, je crois que trop de communication tue la communication. Jules Nguet, il doit apprendre. Il n'est pas politique. Il doit apprendre à être beaucoup plus politique dans sa communication. Vous savez, je rappelle, Maître a évoqué le cas du député qui voulait l'amener à l'Assemblée nationale. Mais Jules Nguet a failli être traîné devant le Sénat. Devant le Sénat, oui. Tout ça, rien qu'au niveau du discours. Hier, il a dit que le Sénat était un refuge de voleurs. Mais pourtant, il n'a pas dit ça exactement. Il a dit Mais il c'est faut ça. pas que ça ressemble. Mais c'est ça. Ouais. Vous voyez, Mais pourquoi les gens, ils sont dans le mot? Le problème, c'est quoi? Il n'est pas communicateur politique. Oui. Il est fonctionnaire. Un fonctionnaire dit les choses comme telles. Non, mais est-ce que ce n'est pas aussi Voyez-vous? la mentalité des Congolais, professeur? Le président Tshisekedi est allé à Lubumbashi parce qu'il a dit Macha, si c'est Machou, si c'est Machi, on ramène la chose, on sort du contexte. Quand il va en Angleterre, il dit Bandoki, on prend la chose, on retourne dans Mais c'est Est-ce que ce n'est pas la volonté? Mais c'est comme ça. Finalement, il va bien communiquer dans ce pays. Mais notre société, c'est qu'on ne peut pas échapper à ça. Alors, qui va bien communiquer? Non, mais il faut tenir compte de ça en communiquant, Ah, justement. d'accord. Très bien. Alors, maître, vous avez un mot, sinon on rebondit, on passe à autre chose. Oui, je voulais simplement dire que, parce que je reprends le professeur, lorsqu'il dit que il n'était pas indiqué que le président parle à ces gens. Non, le président a traité avec ses pairs. Et il a mis en place une commission présidée par un plénipotentiaire qui lui a nommé, pour négocier, pour parler à ceux, entre guillemets, nos compatriotes. Parce que les gens du M23, 90% c'est des Rwandais, et peut-être le 1%, 2, 3, c'est des Congolais. Mais les Congolais, donc la partie civile, a négocié, était à la table de négociation avec les groupes armés des Congolais. Et des Codeco, tout le Oui, reste oui, là, ça, c'est des Congolais. Mais les Rwandais, en tout cas, on les a chassés. Donc les Makenga, on les a chassés, ils doivent rentrer chez eux au Rwanda. Mais vous savez, en diplomatie, professeur, vous savez ce qu'on appelle un agreement, gentleman agreement. C'est-à-dire les pairs, les présidents peuvent négocier un accord simplifié sans nécessairement que le Parlement intervienne. Mais comme c'était ses pairs qu'il avait invités à cette réunion à Nairobi, il ne pouvait pas y aller, il ne pouvait pas refuser d'y aller parce que ça concernait la République. Et vous savez, selon l'article 74 de la Constitution, dès le premier alinéa, on dit que le président représente la nation. Donc, il devait y aller parce que ses pairs l'avaient invité pour parler de l'insécurité à l'est de la République et même de l'insécurité dans la région. Et c'est comme ça qu'il devait donner satisfaction à l'invitation de ses pairs à Nairobi. Et il était présent. Mais pour Fayoulou, c'est en tout cas une perte énorme. Il a même dit du leurre, parce que là, le président affiche le Congo dans son plus mauvais jour. C'est un Congo faible qui sera à la merci de ses voisins. Est-ce que Fayoulou a raison? Mozito pense aussi que le leadership de Fachi est un leadership assez faible et nous avons un président, voici un président faible qui va amener encore le pays dans, je veux dire, sur la table d'effort. Et lui, il est faible. Tous les deux là, que vous venez de citer, c'est des plaisantins. Comment ça? C'est des candidats aux élections présidentielles? Non, c'est des plaisantins. Vous savez, nous avons été sous l'apartheid 18 ans durant. Sous l'apartheid. Mais il arrive un homme que les deux là, traités de pantins,
de nommer par Kabila. Même les fameux nos pères spirituels, catholiques, protestants, ils ont dit, quand il accède au pouvoir, il faut qu'il s'émancipe de Kabila. Mais combien nous nous sommes battus ici pour déboulonner le régime Kabila? L'exploit seulement que Félix a réalisé de dynamiter la Kabylie, l'apartheid, et c'est un exploit extraordinaire. Fayoulou n'aurait été incapable de résister. Mouzito a été même Premier ministre du régime d'apartheid. Et comme Premier ministre, c'est en 2009 qu'à Kampala, il a négocié, il avait envoyé Tshibanda et les autres négocier avec le M23. Ceux qui avaient même chiffonné le président Obasanjo, qui était là, qui dit, est-ce que vous savez ce que vous venez de signer, l'effet dévastateur de ce que vous venez de signer? Il posait la question à Tshibanda, qui était délégué de Mouzito à ces négociations de Kampala. C'est-à-dire, c'est des plaisantins. N'est-ce pas lui qui a serré la main à Kagame, tête courbée, pendant un moment, quand il était Premier ministre, monsieur Mouzito? Oui. Très bien. Mais voilà, c'est ce Mouzito-là qui donne... Mouzito, c'est des... Vous savez, Sakombi Nongo, lorsqu'il ouvre la campagne, le dernier septennat du maréchal Mobutu, nous sommes, je crois, en 84. Sur le plateau de la télévision nationale, il avait réuni les Malvungu Malandama Mongo et les autres, les Kituto Léontois. Il leur disait, il y a des hommes, nous sommes tous des hommes, mais il y a des hommes extraordinaires, dont le maréchal Mobutu. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons un homme extraordinaire. Parce que réussir à dynamiter la Kabylie, je ne sais pas qui l'a fait, qui pu le faire. Très bien. Professeur Voto, la même question sur... est-ce qu'aujourd'hui on peut... Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec les propos de Maître ou vous pensez autrement? D'abord, avant de continuer. Bon, moi, je n'entrerai pas dans les considérations déjà des hommes extraordinaires parce que l'époque de timonier est dépassée. Aujourd'hui, ce sont de compatriotes ordinaires, l'époque de personnes éclairées, de guides éclairés. Mobutu était guide éclairé, comme on l'a dit, comme Phil et Mao, les autres, c'est comme ça qu'on les considère. Mais aujourd'hui, je crois que... Mais par les exploits, par exemple? Ah, vous savez, on est à 4 ans du mandat de Tshisekedi, le bilan, il est politique. On attend. Je vous ai suivi dans une émission, on vous a posé la question sur de donner des réalisations concrètes sur le terrain qui ferait que la population donne encore crédit à Tshisekedi sur le plan social, sur le plan économique. Mais j'ai eu combien de gens sont embarrassés pour citer 1, 2, 3, 4. Non, mais c'est pas même la question. Ça, c'est aussi... Voilà, c'est bon, ça. Je n'entre pas dedans. Même là où on a donné des signaux forts, ça a toujours été piégé. Les 100 jours, ça a été piégé par l'affaire du procès Caméré, la gratuité. Tous les ministres de la gratuité ont eu des problèmes avec la justice. Et donc, ça fait un bémol. Mais quand même, sur la mobilisation des recettes, vous avez vu des chiffres Non, mais quand vous citez ces chiffres-là, ça représente quoi? 10 milliards de dollars. Mais c'est où sur terrain les 10 milliards? Les 10 milliards, pour ma tante, pour mon oncle qui est au village, ça veut dire ça des écoles, c'est des hôpitaux, c'est des routes. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas les jours où vous s'aimez que vous mangez. C'est un processus. Attendez. Quand vous êtes malade, vous êtes à l'hôpital, vous ne guérissez pas encore. Nous sommes à 1 an de la fin du mandat. Oui. Mais le bilan, quand on compare du bilan, c'est quoi? Le bilan, ce n'est pas les chiffres. Le bilan, c'est le terrain, c'est le concret, c'est le social. C'est ça le bilan. Mais personne n'a parlé du bilan. Moi, je vous ai parlé de... C'est la sécurité. On a parlé des exploits, on n'a pas parlé des bilans. Les bilans, c'est vous qui le dites. Mais je vous parle, par exemple, des chiffres. 1 milliard 500 millions. Ça veut dire, il y a 10 ans ou 15 ans dans le passé, le budget du Congo était à 800 millions. 900 millions. Ces chiffres-là, c'est vous. Là, on l'a fait pour un seul mois. Écoutez. C'est pas contesté, non? Non, mais ces chiffres-là, c'est vous qui les dites, c'est le gouvernement qui les dit, c'est les technocrates qui les disent. Mais nous, les Congolais,
On ne sait pas vérifier ces chiffres. Nous ne pouvons vérifier ces chiffres que sur les routes qui sont sur terrain, Mais ça, c'est un sur les écoles qui sont construites, sur les salaires qui ont augmenté. C'est comme ça qu'on peut vérifier. Mais les salaires ont augmenté, vous avez vu. De 30, de De 40 000 francs 30%. 000 francs. 30%. Pas 40 000 francs, mais c'est 30%. Non, parlons en termes de francs. les militaires qui Quand avaient tu dis 100 30%, les militaires qui avaient 100 dollars non, quand vous à parlez de 130 dollars. Non, mon oncle ne comprend pas 30%. Dis-lui, c'est autant de francs, autant de dollars. Mais justement, c'est ce que Voilà. je dis. Quand vous avez Voilà. 200 000 francs, les salaires, aujourd'hui, vous aurez 260 000 francs. Donc vous avez une augmentation de 60 000 francs si vous avez 200 000. Si vous avez 100 dollars, vous avez une augmentation de 30 dollars. Est-ce que ce n'est pas, n'est pas bien Oui, comme c'est ça? un début. Mais Oui. si vous comparez au budget, le budget n'a pas augmenté de 30%. Tel que vous le dites. Le budget a augmenté peut-être de 100%. Voyez-vous? Donc c'est ça. Donc je ne voudrais pas qu'on rentre dans ces débats-là. Alors, oui, alors, maître, nous allons poursuivre. On va continuer notre émission sur la question. Le deuxième sujet, c'est parce qu'on parle du Rwanda. Je préfère qu'on continue directement à parler de cet accord avec le Rwanda. Le Rwanda signe, professeur Voto, un accord avec la Grande-Bretagne. Les autres pays estiment que c'est contre la loi. Et Maître va nous le dire, parce qu'il est non seulement avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, mais aussi de la CPI, et qui maîtrise les instruments internationaux de la loi. Mais vous aussi, en tant qu'historien, cher professeur, dites-nous, pourquoi ça énerve le Congolais lorsque deux pays souverains décident de conclure un contrat en toute souveraineté? Pourquoi il y a plus de bruit au Congo qu'en Burundi? Pourquoi il y a plus de bruit au Congo qu'en Ouganda de l'accord que le Rwanda fait avec la Grande-Bretagne quand on sait que le Rwanda a exclu la possibilité de récupérer des immigrés congolais? Et quand on sait que le Rwanda a exclu la possibilité de faire rentrer les Rwandais qui sont au Congo au Rwanda, parce qu'au motif qu'ils n'ont pas d'espace. Quand on sait, tout le monde sait, et les Britanniques savent que le Rwanda n'a pas d'espace. Ça, c'est de la provocation. Vers qui? Vers nous? Vers avec le Congolais. Mais pourquoi c'est le Non, mais parce qu'on sait que la visée, elle est claire, c'est le Congo. Le Rwanda n'a pas d'espace. Est-ce qu'on n'est pas dans le préjugé, cher professeur? Ce n'est pas de préjugés. Très bien. Ce n'est pas de préjugés parce que vous avez dit qu'il y a eu des réactions. J'ai dit que les réactions étaient timides. Ok. La réaction des Congolais était timide. N'eût été les Congolais de la diaspora, n'eût été les institutions internationales. Il y a pas, moi, je n'ai pas vu des réactions à Kinshasa. Oh, ça, c'est de la provocation. Quand je me parler tout à l'heure du début de ces conflits, en 95, 94, 95, quand ces conflits commencent, mais c'était un peu pas Kagame, il était vice-président à l'époque. Mais le président rwandais de l'époque a été clair. Ils ont évoqué la possibilité qu'on puisse revoir les frontières, qu'on puisse rentrer à Berlin. Mais ça, c'est dans leur tête, ça a toujours été comme ça. Et il en sera toujours ainsi. Mais pourquoi vous n'avez pas les mêmes idées quand on dit on va refaire les frontières? Pourquoi vous ne dites pas, ok, si on refait, nous on va un peu avancer? Mais c'est pourquoi ça. Dans la tête du Congolais, il pense que le Rwanda est plus fort que lui? Est-ce qu'on n'est pas dans la rwandophobie? Non, pas du tout. Ne sommes-nous pas dedans? Pas du tout. Est-ce que c'est pas la faute de Mbanda finalement qui a Non, pas du tout. mis la peur du Rwanda dans la tête des Congolais? Pas du tout. Le Rwanda, tel que ça fonctionne aujourd'hui, ça restera toujours un danger pour le Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a des Rwandais au Congo et Kagame refuse qu'ils rentrent. Et c'est un bon prétexte pour lui pour continuer à infiltrer le Congo. C'est un secret de polichinelle. L'AFDEL, les CNDP, les M23, tous ces mouvements, c'est le Rwanda. Ça, ce n'est pas un secret. Et tant que nous, on n'est pas à mesure nous-mêmes de résoudre ces problèmes, ça va continuer. Et malheureusement, le Rwanda, sur le plan diplomatique, a obtenu la sympathie de tous ces pays puissants qui continuent au nom de ces génocides qu'ils sont en train de vendre comme... ça devient un argument diplomatique. Et voilà, donc je crois que nous devons changer de discours et nous devons changer de stratégie. Et malheureusement pour moi, ce que je déplore, c'est que le Rwanda joue sur deux plans. Sur le plan international, avec les grandes puissances, il a de se renforcer. Mais avec le Congo, il est dans une hypocrisie où on dit, OK, nous allons faire les affaires avec vous, on va implanter Rwanda à Goma pour avoir le marché intérieur et tout ça. Et nous, le Congo, dans tout ça. Le Rwanda n'a pas d'espace pour placer les immigrés. Tout ce qu'il veut, c'est que quand il y aura beaucoup d'immigrés au Rwanda, il aura plus la sympathie de la communauté internationale. Non seulement il sera financé, mais à un moment, il dira, il n'y a plus d'espace. Il faut qu'on me donne un peu d'espace. Il y a de l'espace au Congo. Mais pourquoi ça ne vous dérange pas qu'au Congo-Brazza, par exemple, ils ont alors là signé des contrats pratiques sur des terres? Alors, j'essaie de m'imaginer s'ils avaient signé des terres comme ça au Congo, mais c'est que ça allait devenir. Mais pourquoi, quand on signe avec le Congo-Brazza, on dirait qu'on ne fait pas beaucoup attention, alors que le Congo-Brazza est plus proche de nous, on parle de vers Maluku, ainsi de suite. Est-ce que c'est aussi effrayant ça? Non. Ce contrat-là qu'ils ont signé? Ça, c'est un contrat économique. Non, ça, c'est un contrat économique.
chaque pays est souverain. Si le Congo-Brazza, j'ai attendu un ministre congolais de Brazzaville vanter ces contrats, parce que c'est des millions de dollars, c'est normal. Ils vont faire des champs. Même au Congo, si les Rwandais viendraient par la grande porte, demander des terres au Congo pour faire les champs et faire des affaires, sans des visées hégémoniques, ça ne gênerait personne. Mais comment vous saurez que c'est des visées? Il n'y a pas de visée hégémonique. Ils ont juste fait des contrats. Vous avez vu des contrats avec les chefs de l'État? Ils ont signé des contrats au Rwanda sur des contrats économiques et commerciaux et tout. Vous avez entendu ce que les gens ont dit. Il a vendu le Congo, cession des contrats, cession des terres, ainsi de suite. Est-ce que nous n'allons pas continuer finalement comme ça avec le Rwanda? Non, mais les gens ont l'expérience. Je t'ai cité l'AFDL. C'est le Rwanda. Les CNDP, c'est quoi? C'est le Rwanda. La RCD, c'est le Rwanda. C'est l'expérience que les Congolais ont. Mais vous aussi, vous avez déterré leur Voilà. sort là-bas. Pourquoi ce n'est pas l'inverse? Pourquoi eux n'ont pas peur de nous et c'est nous qui avons peur d'eux? Non, mais c'est ça ce que je dis. Nous devons changer de paradigme pour que le Rwanda puisse nous respecter. Très bien. Quand Mouzé, qui connaissait très bien ce dossier, dit la guerre doit rentrer là d'où elle est venue, il savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait. Alors, Donc, tant qu'on est faible, on aura toujours ces problèmes. Comme Mobutu était fort, là, on était respecté. Voilà, il faut qu'on rentre là. Et le Congo a tous les potentiels pour reprendre son statut de leader dans la région. C'est ce qu'on attend. Maître Bondo, et si l'Angleterre voulait vider un peu sa population au Rwanda, et si l'Europe s'entend vieille, veut se rajeunir un peu et tout ça, ouvrir le front, mais le plan du Rwanda n'est qu'un prototype peut-être. Et si on était dans un vaste complot alors international, que diriez-vous? Voilà. Vous savez, avec ce que le professeur vient de dire, c'est de la provocation pure et simple. Pourquoi ça a soulevé un tollé et à l'ONU, dans tous les organismes et tout ça des Nations Unies, et même les puissances étrangères sont contre cet accord. Pourquoi? Parce que servir sur un plateau d'or le boucher de l'Afrique centrale. Ah, c'est le boucher de l'Afrique centrale. C'est le boucher de l'Afrique centrale. Kagame. L'homme, un anthropophage qui n'est satisfait que quand il voit du sang humain couler. Donner pareille occasion à son monsieur, c'est de la provocation contre nous. Et je crois que même l'attitude du président qui a fait chasser, fait virer les envoyés de Kagame à Nairobi, participe de ce tollé et de sa conviction que le Congo peut aujourd'hui faire face au Rwanda. Mais on dit que Parce que Félix Tshisekedi et Kagame, ça ne marche pas parce que Félix... Laissez-moi continuer. Oui. La faiblesse de la cuirasse congolaise, c'est le régime Kabila. Parce que lui a pris des ordonnances pour nommer tous les Rwandais. Il est qui n'avaient été dans aucun centre de formation reconnu. Un sergent rwandais, Ntaganda. Je ne connais pas en tout Oui, cas. celui qui était à la Yela. Oui, ok. Bosco. Bosco Ntaganda. Petit sergent au Rwanda, général de notre armée. Qui l'a nommé? Ce n'est pas de la haute trahison dans le chef de l'ancien président de la République. Et à l'époque, tous les fameux professeurs là, autour de Kabila, applaudissaient, mon cher ami. Mais aujourd'hui, nous avons un président de la République qui dit, ça, c'est la ligne rouge. Il dit, je ne vous reçois pas, vous ne rentrerez plus dans notre armée. Parce que vous avez vu, il y a un de vos confrères qui nous a fait voir une vidéo où, lorsqu'on a arrêté quelques Rwandais du M23, un militaire rwandais dit, moi je suis de l'armée rwandaise, mais j'ai été intégré au CNDP, puis après j'ai intégré M23, je suis rentré au Rwanda, puis revenu au Congo dans l'armée congolaise. Donc, et quand ils reviennent, eux, des petits soldats des rangs, il est général, il est colonel dans notre armée. Tout ça, nous devons nettoyer. Et aujourd'hui, le comportement de nos forces armées à l'Est
démontre que nous avons une puissance de feu qui fait peur aujourd'hui au Rwanda. C'est pour cela que M. Kagame est devenu, comme Ngozi Karlibond le disait, un Yohani Mutembezi, c'est-à-dire un voyageur. Il commence à voyager, il va à Brazzaville, ça ne tient pas, ou ça tient. Et puis, moi, je crois que Sassou a fait de la haute diplomatie pour lui dire, bon, moi, je signe, mais il faut le temps de réflexion, comme disait Julius Nyerere en diplomatie. Le temps de réflexion, c'est que nous venons de signer, mais l'application prendra du temps. Ils ont pris du temps pour l'application. Oui, prendra du temps. Et on ne sait jamais. Vous savez, nous sommes partisans de la règle, le professeur le sait, rebus sic stantibus. Si les nouvelles circonstances au Congo-Brazzaville démontrent qu'il ne faut plus appliquer cet accord-là, on ne l'appliquera jamais. Voilà pourquoi je dis qu'il ait signé un accord à Brazzaville, ça importe peu parce que avec la règle de rebus sic stantibus, les nouvelles circonstances au Congo-Brazzaville pourraient ne pas faciliter l'application. Mais qu'est-ce qui vous gêne quand vous regardez cette photo devant vous, ce monsieur? Qu'est-ce qui vous gêne en lui? C'est sa psyché criminelle qui me gêne. Parce qu'on ne peut pas être chef de l'État et penser à se faire du beurre sur le dos de ses voisins. Faibles soient-ils, mais c'est des hommes comme toi. Alors, c'est dans la psyché de M. Kagame de croire qu'il peut régenter un pays aussi vaste que le Congo. Est-ce que, professeur Mvoto, pour Kagame, est-ce que vous n'êtes pas grand pour rien? Est-ce qu'il ne s'est dit pas ça un jour est-ce qu'il ne s'est dit pas que le Congo ne mérite pas, les Congos ne méritent pas les Congolais, ou bien les Congolais ne méritent pas le Congo? Ils sont grands, ils ont un grand pays pour rien, alors qu'ils ne font absolument rien. C'est des palabres chaque jour, matin, midi, soir, il y a un désordre imprescriptible. C'est les catholiques qui parlent à gauche, c'est les protestants à droite, ils sont dans le débat des élections au lieu d'aller dans le débat du développement. Est-ce que ce n'est pas notre fragilité finalement qui nourrit les ambitions démesurées de M. Kagame? Oui et non. Je rappelle que Kagame a connu l'exil très tôt, n'est-ce pas? Il a grandi à l'exil et ça l'a révolté et c'est normal. Et il s'est organisé avec ses amis pour libérer le Rwanda et rentrer au pays. Et donc ça, c'est... Vous avez posé la question au professeur, lorsqu'il voit la tête de Kagame, qu'est-ce qu'il voit? Et vous, la même chose aussi, vous le regardez? Moi, quand je regarde Kagame, pour cette raison-là, de s'être organisé dans la diaspora et rentrer au pays, ça mérite respect. Il vous sourit quand même, vous regardez? Ça mérite respect par rapport au Rwanda, par rapport à son peuple, et il le dit, si vous attaquez mon peuple, vous m'attaquez. Et ça, chaque pays en a besoin. Le Congo a besoin aussi de gens qui réfléchissent Congo comme Kagame réfléchit Rwanda. Ça, pour ça, même si je ne l'aime pas, je le respecte. Je le respecte pour ça. Et parce qu'il a donné un espoir à son pays. Au-delà du fait que cela a été porté par la communauté internationale. Mais ça aussi, c'est à son actif. Il a capitalisé le sang de Tutsi qui a coulé. Il en a fait un fonds de commerce. Ça, on a connu pire que ça, mais on est incapable de faire ça. On est capable de faire des sites, des mémorials. Oui, parce que vous êtes capable de faire ça. Dans tout. Si Tshisekedi le dit, vous allez l'attaquer. Voilà. Si c'est Mukwege qui dit, on va dire que Mukwege le dit parce qu'il est occidentalisé. Oui. Si Katumbi le dit parce que on ne s'entend sur rien au Congo. C'est ça le leader. C'est ça un leader. On s'entend sur rien. Non, il ne faut pas dire ça. C'est-à-dire dites-nous le point commun du Congolais. On a un défaut de leader. Oui. On a un défaut de leader. On a un défaut de gens comme les Lumumba, autour de qui les gens pouvaient se solidariser. On a une crise de leaders comme Mobutu. On n'en a pas, qui peuvent donner un contenu, un discours. Quand Mobutu a crié authenticité, nous tous, on était là-dedans, ne comprenant pas si c'est bon, mais on était là-dedans. C'est la dictature, professeur, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on pose des questions. À l'époque de Mobutu, Papa Bomoko, on accepte. Mais là, aujourd'hui, si Tshisekedi dit, Kabila dira le contraire. Si Fayulu dit, Bemba dira le contraire. Ce que vous ne savez pas, ce pays est né démocrate. Quand vous avez dit République démocratique du Congo, ce n'est pas nostalgie qui l'a fait ramener. Ne pensez pas que le pays était moins démocrate qu'aujourd'hui. Mais elle a plus passé le temps dans la dictature que dans la démocratie. Il y avait autant de partis politiques en 60 comme aujourd'hui. Et des grands leaders.
Et mais quelqu'un a dit non, halte, on fait ça, et on l'a suivi. C'est de ça que je parle. D'accord. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un leader, non seulement charismatique, mais fédérateur. Les leaders ne se plaignent pas que vous ne m'écoutez pas, vous critiquez. Non, non, on critiquera toujours les leaders. Mais c'est question de savoir où on va et on est autour de ça. Mais comme a dit Maître, c'est son côté cynique, n'est-ce pas? Il veut, en fait, ce que les gens ne disent pas beaucoup, il y a un côté péjorativement métaphysique dans les raisonnements de Kagame et de son gouvernement. Ils pensent foncièrement qu'ils sont un peu plus choisis par Dieu, ils sont plus grands que les Congolais, et ils sont... C'est sérieux. Exact. Ils se fondent. Ils sont naturellement plus intelligents que nous. Voilà. Tout ça. Et ils pensent que le Congo serait leur terre promise. Ils ont monté cette histoire pour dire qu'ils sont de la race, de la descendance de Salomon. Tout ça, c'est faux. Parce que les descendants juifs, ils sont monothéistes. Les Rwandais, ils ne sont pas monothéistes. Les Rwandais, dans leur ascendance, ils vénèrent les vaches. Voilà, donc il y a des choses très contestables. Mais tout ça, ce qui est à leur actif, c'est qu'ils sont arrivés à monter un mythe. Un mythe qui est passé dans les têtes des Rwandais et qui est vendu sur le plan international. Et il y a des gens qui les accompagnent dans ça. Et ça marque chez nous. Ça marque chez nous. L'idéal, le mythe. Vous savez, comme Mobutu parle de l'authenticité, c'était un mythe. Il a même créé une école de la pensée, comment on appelle ça, Institut Makanda Kabobi, pour fomenter le mental. Et ça a marché. Aujourd'hui, il n'y a rien. C'est pourquoi vous voyez, quelqu'un peut passer de l'opposition extrême à l'autre parti. Comment vous pouvez vous imaginer que quelqu'un comme Fayoulou puisse composer avec Kabila aujourd'hui? C'est pas possible. C'est diamétralement opposé à la base. Donc ça l'idéal nous manque. C'est ça le problème que nous avons. Aussi vous comprenez que Tshisekedi partise avec Kabila au pouvoir. Mais ça c'est un problème. Ouais. Donc, autant, c'est la même chose. Donc, nous sommes au nom du réel politique, ouais. Tout est possible au Congo. Mais non, mais ça ne donne pas de résultats. Donc, je crois qu'il faut repenser les choses. Vous aurez la parole, maître. Voilà. Alors, j'ai rappel aux téléspectateurs, aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. J'apprécie beaucoup ce débat, puisqu'il est convivial, il est intelligent, il est instructif, et que vous pouvez suivre à la maison sans beaucoup de difficultés. Et donc, nous réitérons notre demande. Si vous avez intérêt et que vous voulez participer à l'émission, écrivez sur le bas de l'écran, en fait, au numéro sur le bas de l'écran. Dites-nous votre qualité, ce que vous faites, et puis nous allons vous rappeler et pour vous programmer afin de passer aussi donner votre point de vue. Je reçois le professeur José Adolphe Voto. Il est professeur, il est écrivain, il est documentariste, analyste, et il nous fait l'honneur de parler, de répondre à nos questions. En même temps, il est responsable de CK Télévision, une très grande chaîne émettant à la ville de Kinshasa. Je reçois aussi le professeur Maître Richard Bondo, qui est lui avocat au barreau de Kinshasa Gombe et aussi avocat à la CPI. Maître Richard, je reviens à vous. Vous avez la parole. Vous savez, pour besoin, par devoir de mémoire, le professeur vient de dire que Mosé est arrivé, c'est pas par hasard qu'il a dit République démocratique. Non, à l'indépendance, nous n'étions pas République démocratique du Congo. Nous étions République du Congo. C'est avec la Constitution de 1964 que nous sommes devenus République démocratique du Congo. Ça, c'est pour besoin d'histoire, restituer l'histoire. Le leadership, là, je prends ma distance vis-à-vis du professeur. Mobutu a emprunté à Mao de la révolution culturelle de Mao pour nous imposer l'authenticité. Après avoir, en quelque sorte, galvaudé la pensée du professeur Mabika Kalanda, la remise en question. Mabika a écrit en 1965 la remise en question, et Mobutu, venant de la Chine, rentrant de chez Mao, pour faire bonne conscience, il dit: je puis faire la même chose que Mao en Chine. Je mets en place un parti unique et
j'invente l'authenticité. Et c'est comme ça que je dis, il faut remettre tout ça, restituer l'histoire pour que les gens ne disent pas que Mobutu est un leader, il avait imaginé, c'est sorti de son bug. Non, c'est sorti de sa rencontre avec Mao. Parce qu'il avait posé à Mao la question de savoir ce qu'il peut faire, parce qu'il l'admirait beaucoup, ce qu'il peut faire pour être aussi vénéré comme lui l'a fait en Chine. Mais est-ce que c'est pas la même chose qu'il a fait avec Cécescu? Toute sa visite là qu'il a vue, comment il le déifiait et les autres, et puis il vient faire la même chose. Oui, mais moi je crois que c'est peut-être Cécescu qui a emprunté à Mobutu. Ah, d'accord. Je pense que c'est Cécescu qui a plus emprunté à Mobutu. Parce que Mobutu, après Mao, Mobutu n'était plus n'importe qui. Après la rencontre. Après l'encontre avec Mao. Il faut rappeler Mabika, comme vous l'avez dit. Ah, oui. Mais parce que ce que je dis, c'est quoi? Est-ce que c'est là qu'il puise le culte de la personnalité? Non, c'est qu'il était sensible aux intelligences. Aux intelligences, voilà. Ça, c'est ce que je dis. C'est ça Mobutu. Parce que, voilà. Vous savez, Mobutu, lui, vous avez lu, quand vous étiez encore avocat à mon cabinet, vous avez lu. Mais je le livre, suis, ça se passe, oui, je le suis encore. Vous avez lu. Le confrère Joseph, l'ancien directeur du cabinet du président. Qui, Joseph Kabila? Non, le livre que tu as. Ah, Nimi, Patrick Nimi. Nimi. Ah, d'accord. Joseph. Vous voyez, quand vous lisez la plume de Nimi, vous sentez que Mobutu n'était pas entouré de n'importe qui. Un peu comme le prof dit, il était séduit par les intelligences. Séduit par les intelligences. Et quand vous voyez Gérard Kamanda, vous voyez Mpinga Kasenda, vous voyez Kalongo Mbikayi, vous voyez... Et à Salomoa, comment il s'appelle Salomoa, qui était aussi journaliste? Oui, et Salomoa n'était pas... Qui était un peu contre lui, les zombies, tout ça. Et Salomoa n'était pas très pointu, mais il y avait peut-être Mono Sama, mon homonyme, et puis les autres, l'analyste du professeur Bongoma. Alors, toutes ces intelligences étaient autour de Mobutu pour façonner son leadership. Et ça a fait l'affaire, pas seulement de Mobutu, ça a fait l'affaire du peuple congolais. Parce que nous, quand nous voyageons dans le temps, j'étais à mon Abakos, je débarque quelque part, on savait que j'étais Zaïrois. Donc, j'étais quand même distingué parmi les Africains, parmi les Noirs. Mais ici, nous avons un leadership incontesté aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le président de la République est reçu dans les grands salons par les grands leaders du monde. Il est reçu et respecté. Par contre, les 18 ans, le pays était effacé de la scène politique internationale. Aujourd'hui que nous avons Félix... Non, mais Kabila, il était tête à tête, maître. Kabila, il était tête à tête avec au moins 2 présidents américains à la Maison-Blanche, ce que Fathi n'a pas encore réussi à faire. Vous savez, rappelez-vous que Chirac l'avait reçu à part une porte de dérobade. Très bien, alors on va terminer, on va parler d'un autre sujet. Mesdames et messieurs, je rappelle le deuxième sujet, nous parlons de la modification de la loi électorale. Vous le savez certainement, la question de la congolité continue à diviser. La plénière consacrée à l'examen de la loi électorale se poursuit normalement à la chambre basse du Parlement. La question des renforcements d'accès à la fonction du président de la République demeure au cœur du débat. Après l'honorable Alfred Maïcha, c'est le tour du député Singhi Pouloulou de déclarer que l'indépendance et la souveraineté de la RDC ne sont pas à négocier et qu'il faille professionnaliser la fonction politique, donner aux dirigeants un devoir de redevabilité afin d'éviter les stagiaires et les incompétents au sommet de l'État et à éviter l'infiltration. Il a proposé donc ce qui suit, la congolité, c'est-à-dire être né des pères et des mères congolais, je ne sais pas le contenu, être né des pères et des mères congolais, avoir été élu député ou sénateur, l'organisation des élections générales pendant la période sèche, 30 juin, il s'est dit non favorable à la question de la suppléance telle que proposée par le G13, car l'élu doit être choisi, doit choisir quelqu'un de confiance. Alors ça fait 2 débats, professeur Envoto, vous avez la parole. Je n'ai pas bien compris. Quand on dit qu'on organise les élections pendant la période de saison sèche. Je ne comprends pas moi non plus. L'organisation des élections générales pendant la période sèche. 30 juin. Il faut que les élections se tiennent au 30 juin. Non,
C'est la saison sèche ou c'est quoi? Je n'ai pas bien compris. Oui, c'est la saison. Non, mais ce n'est pas connaître ces pays. Saison sèche où? Donc, quand les élections, c'est pas qui, c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Et si la Saison sèche, c'est à pas la même, c'est pas le Congo, tout le Non, Congo non. n'est pas la même saison sèche en même temps. Ça, c'est quand les gens ne maîtrisent pas le pays, c'est très déplorable de proposer des lois à ce niveau-là. Et puis, lui, pour être président, il faut avoir d'abord été élu sénateur ou député avant. Bon, tout ça, on sait que les élections, c'est 2023. C'est comme 2023, je le dis, 2023, c'est comme la phase finale de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde. L'année d'avant, ce sont les éliminatoires, n'est-ce pas? Donc 2022, nous sommes en 2022, hein? En 2022. Nous sommes maintenant à la période des éliminatoires. Donc tout ce qui s'est fait là, l'interprétation de lois, l'ignorance, le fait d'ignorer certaines lois, les modifier certaines lois, c'est dans le contexte des éliminatoires. On veut avoir avec qui on doit aller aux élections pour maximiser les chances. Déjà, des grands leaders présidentiables au Congo, on sait déjà comment ça s'aligne. Bemba, il a déjà l'accord de coup. Ça dépendra de la bonne foi du pouvoir, s'il veut se présenter. Kabila, déjà les textes l'éliminent pratiquement, même s'il continue à se battre. Kamere, c'est fini. Et même si on cherche à l'amadouer pour le faire revenir un peu pour se rattraper. Qui encore? Katumbi? Il reste Katumbi. Maintenant, il faut formaliser qu'il soit diminué. Donc voilà, ça c'est déjà Matata. On a vu comment un peu ça s'est passé. Mais Fayoulou? Fayoulou, bon, on va voir, on va le peser. Est-ce qu'il représente vraiment, surtout que lui-même déjà, il commence un peu à se remettre en question en approchant le FCC. Et donc nous sommes dans cette logique-là d'éliminatoire pour s'assurer que lorsqu'on viendra en 2023, qu'on est sûr qu'il n'y a pas de surprise. Mais qui est le vrai candidat opposant de Tshisekedi? Qui fait peur à Tshisekedi aujourd'hui, au regard des analyses, cher professeur? Mais je crois que tous ces noms que je citais là, ce sont des candidats potentiels. Vous savez, ces pays... Matata, vous n'êtes pas quand même sérieux quand vous dites quand vous parlez de Matata comme candidat président? Ah, mais le seul est allé, on va voir avec le chiffre. Moi, je ne suis pas du PPRD, encore moins proche de Matata, mais je peux dire que... il faut le respecter, il faut respecter l'adversaire. Au moins, Matata a un discours. Parmi tous ces candidats que j'ai cités là, il y a trop peu qui ont des discours. Mais vous savez qu'on n'est pas élu sur base des discours au Congo. Mais justement. Encore pas maintenant. Hein. Mais justement. Alors, on est élu sur base de quoi? Des affinités. Oui, bien sûr. Mais voilà, Matata, au moins, il peut se constituer un discours, dire, moi, je fais ça, même si je fais des erreurs, mais au moins, j'ai fait ça, au moins, j'ai fait ça. Oui. Par rapport à beaucoup qui n'ont aucun discours. Mais sinon, ce que je sais que dans ces pays, personne ne peut gagner seul. Vous pensez que Matata peut battre Mozito en termes de discours, en termes de réalisation, vous le pensez? Oui, je crois. Pourtant, Mozito Mozito jusque-là n'a aucune affaire sur lui, aucune affaire de justice. Le problème de Mozito, c'est que Mozito était faible comme Premier ministre. Il est venu dans des circonstances où il n'était pas du pouvoir, il est arrivé avec la coalition, vous le savez. Il y a une lettre d'indirkable qui a empêché à Mozito de fonctionner. Et il s'est comporté comme tel, il s'était contenté à prendre son argent. Et le reste, c'est final, laisser faire le pouvoir. Mais Matata a dit niet. Tous les conflits que Matata a eu avec le PPRD, c'était ça. C'est que Matata a attendu son temps. Dès qu'on l'a nommé, il a ignoré tout le monde. Vous le savez. Très bien. Tous les conflits qu'il avait avec les bons du PPRD qui pensaient qu'il en faisait trop. Il avait mis à l'écart son vice-président, son vice-premier ministre, comment il appelle encore Moukoko Samba. Moukoko, voilà. Donc, je crois que personne ne peut gagner seul les élections dans ce pays. Parce que nous sommes... Le fond des élections ici, permettez de le dire, c'est tribal, c'est des provinces, c'est la tribu, c'est la langue. Et non, on est 4 grands groupes sociologiques, 4 groupes linguistiques, Congo, Swahili, Bangala, et voilà. Et donc, alors comment composer? Personne, l'électorat est fragilisé en 4. Et donc personne ne peut avoir la majorité sans faire alliance à un autre leader. Est-ce que vous voyez Fachi aller faire l'alliance avec, privilégier son alliance avec Bahati et non Kamere, ou privilégier l'alliance avec Bahati, Matata et laisser Kamere? Comment vous voyez la chose? Bahati ne vaut pas un Kamere. Bahati, c'est comme on l'appelle, c'est Maradona, c'est un calculateur, mais Kamere, c'est un leader qui est sur terrain. Donc, toute la manœuvre dont on parle ici depuis 3-4 mois, que Kamere pourrait revenir sur la scène, mais c'est par rapport aux éliminatoires, par rapport à 2023. Comment vous expliquez qu'au sein des institutions,
celui que vous dites Maradona, qui n'a pas beaucoup de représentativité par rapport à Caméré, et beaucoup plus d'élus, beaucoup plus de Mais c'est députés, ça, Bahati. beaucoup plus la territorialité que lui, que Bahati, Caméré. politiquement, est intelligent. Bahati obtient tout ce qu'il veut. Et c'est pourquoi il est parti du PPRD, pas de l'AMP, parce que c'est la première fois qu'on dit non à Bahati. On ne lui a jamais dit non. Vous ne connaissez peut-être pas Bahati. Les profs le connaissent. Le mec le connaît, Mais Bahati. pourquoi je ne le connaîtrais pas? Nous, les anciens, peut-être vous êtes jeunes. Bahati a commencé dans ces pays-là, connu comme activiste de la société De la civile. société civile. Aujourd'hui, on peut citer Bahati parmi les millionnaires dans ces pays. Bahati n'a jamais été commerçant. Bahati est commerçant où il a vendu quoi pour devenir millionnaire? Tout ça, c'est l'argent de l'État. Et il est subtil, il sait négocier. Quand il a des intérêts, il se fait petit par la petite voix, il t'amadoue jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Mais Bahati n'est pas sur le terrain. Allez même au Kivu. Bahati n'est pas sur le terrain, Bahati ne vaut pas un Caméré. Voyez-vous? Donc ce serait une erreur de la part de Tshisekedi de pactiser avec Bahati. Non, ce n'est pas une erreur. Comme j'ai Caméré. dit, l'électorat est très grand. Même celui qui vous apporte 2%, il est important. Très bien. Mais il ne vaut pas un Caméré. Non. Alors, professeur, est-ce que vous partagez le même point de vue? Disons, je ne partage pas totalement nous différons. C'est que pour moi, nous devons écurer l'espace politique. Nous devons l'émonder de tous ceux qui font l'objet des soupçons de corruption, de détournement. Pourquoi? Parce que il faut que cette année 2022 soit une année de purification. Maître, me réjouis quand je n'ai pas d'éliminatoire. Oui. Voilà. Ah, éliminatoire, hein? Oui, C'est l'année de l'éliminatoire. Oui, c'est ça. Donc, nous devons envoyer au purgatoire Ben voilà. tous les détourneurs patentés. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que une personne condamnée par la justice pour détournement, sur terrain, il peut peser plus que Bahati. Ça, je refuse de le croire. Parce que le peuple qui avait sympathisé, ou bien dont les voix étaient conquises par le condamné, a découvert le véritable homme. Ah, Pablo Escobar, il était condamné, mais ça restait la personnalité la plus influente dans les favelas. Robin de Bois. Dans les favelas. Pourquoi? Parce que il faisait le Robin de Bois. C'est une bande de contrebandiers. Ouais. Mais ici, nous avons des paysans du Kivu. Ceux qui plantent des bananes, pommes de terre, le haricot, tous ces paysans ne croient pas aux voleurs de leur sueur. C'est pour cela que moi je dis, mieux vaut pactiser avec Modeste Bahati. Parce que même du temps où l'autre était fort, il n'a pas autant de députés que Bahati. Mais que dites-vous quand on parle de Bahati qui serait un roublard, un Maradona? Et puis Non. le terme Maradona, je l'ai entendu par plusieurs personnes. Je ne sais pas pourquoi Oui, on oui. l'appelle Maradona. Non, mais comme maintenant nous le connaissons. Parce que nous le connaissons au moins. Lui n'est pas... Ce n'est pas un inconnu. Donc vous connaissez le joueur ou son jeu? Ah, nous connaissons le joueur et son jeu. Il y a lieu maintenant de le recadrer. Alors l'espace Équateur par exemple, comment Fachi gagne à l'Équateur? Quand je dis Équateur, vous permettez avec c'est le bloc linguistique Lingala. Oui. Comment il gagne là-bas, cet espace-là? Il est en très bon terme avec le chairman. Bemba, qui a été fragilisé par Kabila à l'époque avec le découpage. Oui, mais le problème, vous n'avez pas compris Kabila. Kabila, c'était le plus grand commun diviseur. Il a réussi à diviser les Congolais. Parce qu'il était au service de Kagame. C'est comme ça que vous avez vu des généraux rwandais plein notre armée. Alors maintenant que le président Fachi connaît le système, Kabila l'a dynamité, les exploits de notre armée à l'Est.
dans le Nord Kivu. Le M23 est défait. Il est maintenant le premier à courir après pour se mettre à la table de négociation. On dit, toi non, rentre au Rwanda, tu es Rwandais. Mais les Congolais, bon, le président s'est adressé à eux en les appelant même compatriotes. Mais comment il va gagner la partie orientale, par exemple? Si Fatih doit gagner les élections, la partie orientale, avec qui va-t-il composer? Toujours avec Bemba ou va-t-il faire ça avec qui Non, exactement? il y a des leaders de ce coin-là, locaux qui peuvent, avec le programme des 145 territoires, c'est la base qui élit. Donc, on aura des électeurs là-bas et je crois qu'il faut faire tout. C'est pour cela que je dis, il faut que ce programme réussisse et pour le réussir, je ne vois pas pourquoi on néglige l'application de l'article 181 de la Constitution pour la mise en place de la caisse de péréquation, caisse nationale de péréquation. Parce que c'est cette caisse qui peut faciliter l'effectivité de ce programme de 145 territoires. Alors, au sujet de la loi électorale, qu'est-ce que vous en pensez? Non, il parle de la congolité, il parle de... La loi électorale, il faut préciser, du moins pour le poste de candidat président de la République, préciser être congolais d'origine, virgule, comme sous Mobutu, de père et de mère congolais. Et si ton père et ta mère sont, on va dire, 50-50, mais c'est quand même ton père et ta mère. Non, 50-50, tu dois être peut-être un bourgmestre. Tu peux être un ministre, mais pas ministre de poste régalien. Tu peux être ministre des Sports, ministre chargé peut-être de la santé, peut-être ministre des infrastructures. Mais pas les postes régaliens comme les affaires étrangères. Défense. La défense. Sécurité. La justice. L'intérieur. Même les finances publiques. On ne peut pas y mettre un étranger parce que moi j'ai une expérience amère. On a connu un monsieur ici, DG de la DGDA. Quand il meurt, il est inhumé à Gisenyi. Comment est-ce possible? Rogiza. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Okay. Il a géré nos frontières, hein, parce que la douane, c'est dans nos frontières. Oui. Il a géré nos douanes, nos frontières. Mais quand il meurt, il cesse d'être congolais pour être inhumé à Gisenyi au Rwanda. Voilà pourquoi il faut quand même être de père et de mère à certains postes. Certains postes clés. Nous devons avoir des Congolais de père et de mère. Est-ce qu'il faut forcément et obligatoirement, pour être président, avoir été d'abord sénateur ou député? Non, ça, c'est pas nécessaire. On voit en France, Macron est sorti du néant. Il est président. Ministre. Parce que pour lui, l'auteur de la loi, il dit qu'il ne faut pas des présidents stagiaires. Alors, je ne sais pas les contextes de... Qu'est-ce qu'il entend par stagiaire, ça, j'en sais rien. Non, lui-même ne sait pas encore... c'est Tchani qui peut-être va l'adouber. Mais lui ne s'est pas encore affranchi. On va terminer. Non, mais on n'apprend pas à gérer au Parlement. Non, un parlementaire ne gère pas. Okay. Un président de la République, on entend qu'il peut gérer. Non, ça c'est une fausse proposition. Autant que dans les discours de Katumbiste, j'ai lu un texte où ils disent que cette loi-là est raciste. Oui. J'ai beaucoup déploré ce terme-là, raciste. Même si, comme je disais, si on parle de d'épuration, moi je parle d'éliminatoire, même si on pouvait éliminer Katoum parce qu'il représente quelque chose, ça on doit se le dire. C'est parce qu'on redoute qu'il puisse venir aux affaires par les adversaires. Mais ce n'est pas parce c'est pas à cause de sa peau. Personne ne veut à Katumbi à cause de sa peau, mais à cause qu'il est un adversaire politique sérieux. Alors, mais quand les Katumbistes disent non, c'est une loi raciste, ils veulent soulever le fait qu'on en veut. En fait, c'est un discours pour la consommation extérieure. On veut dire à l'international que non, ici, on n'aime pas les juifs. Mais en disant ça,
quand vous dites que... On n'aime pas le juif, donc vous dites Vous vrai êtes qu'il n'est pas étranger. congolais, quoi. Voilà. Donc, Alors, il confirme qu'il n'est pas congolais. est-ce qu'ils ne sont pas pris par leur propre piège? Oui, donc sont pris. ils sont dans les propres pièges. Donc c'est un discours qu'ils doivent arrêter. Non, mais il est déjà Hein. intériorisé Ils par doivent, les Congolais. ils doivent C'est déjà arrêter. tard. Dire qu'on m'avait parce que je suis juif. C'est consommé. Alors vous n'êtes pas congolais alors. Donc c'est un faux discours. Mais qu'à cela ne tienne, Maître Bondo, vous êtes avocat, il ne faut pas tailler des lois sur mesure. Il ne faut pas qu'à la veille des élections, qu'on commence à tailler de lois sur mesure. On a fait ça. Kabila a fait ça en 2006. Il a fait ça en 2011. Ça a donné ce qu'on connaît. Non. Faisons de lois objectives. S'il faut que tout le monde vienne aux élections, s'ils remplissent les critères, qu'ils viennent. Il ne faut pas éliminer les gens déjà avant. donc, Sur pas des de préjugés. purgatoire? Non, non, mais Pas de professeur- purgatoire sur base de quoi? Non, mais, Des lois. mais professeur, Non. vous vous êtes plaint à la question, la première thématique concernant la polémique à Lingeti, vous vous êtes plaint de l'insécurité. Or, cette insécurité a été entretenue par M. Kabila. Avec Kagame, nous ne pouvons pas avoir des gens qui sont très fragiles parce qu'ils ont un pied dehors. Et Katumbi est devenu congolais par Kabila. Katumbi était au Congo avant Non, Kabila. il était avant, mais il n'était pas congolais. C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Ah, quand il était avant, il n'était pas Il n'était pas congolais. Il était zambien. Il était fils de Soriano, mais zambien. Est-ce que vous aviez cette C'est information? ça. Non, Parce que je me réserve de prononcer c'est sur... non, c'est son grand sur ce frère sujet-là. Katebe. C'est son grand frère, demi-frère Katebe qui le dit. Katebe, nous l'acceptons, il est congolais. Mais maître, est-ce que ce n'est pas une décision d'entrer dans l'intimité des gens? Est-ce que c'est Katumbi qui a demandé de naître de cette liaison-là? Pourquoi il... Non, mais il ne peut pas être congolais, dit. Il est mère zambienne, père italo-gréco-israélien. Et lui-même, pendant la traversée du désert, par le fait de M. Kabila, qu'il vient encore de rejoindre, il avait 5 passeports. Un monsieur comme ça, peut-on lui faire confiance? D'abord, il avait menti au procureur général Kaban Enumbi pour lui donner l'autorisation d'aller se faire soigner. Il ne s'est fait jamais soigner à l'étranger. Dès qu'il arrive le lendemain, il reprend la rengaine contre Kabila. Dans quel hôpital il était? Mais il avait menti au PG. Non, moi, je suis très malade, il faut m'évacuer. Et on signe l'évacuation. Dès qu'il arrive en Occident, il reprend la rengaine contre Kabila. Donc c'est pour dire qu'avec des gens comme ça, le Congo ne peut pas être certain que ses intérêts seraient bien protégés. Mais, maître, Parce que le président de la République a un devoir est-ce protéger le peuple congolais. que c'est difficile d'expliquer ça à la population et que la population vote utilement? Est-ce qu'il faut prendre de loi pour ça? N'est-ce pas ça mettre la charrue devant le bœuf? N'est-ce pas ça faire de loi taillée sur mesure? Non. Expliquez ça à la population. Non, Cette cette population n'est comprendra pas taillée sur et mesure. va l'éliminer. La loi répond à cette constitution, professeur. L'article 5 de la constitution qui parle de la souveraineté insiste sur l'exercice des droits politiques et renvoie à l'article 11 pour que les droits politiques ne soient exercés que par les Congolais. On dit même seul Congolais. Je vous donne lecture, professeur. Article 11. Toutefois, virgule, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais. Et Congolais, selon la tradition, qui était même une loi sous Mobutu, Congolais, virgule, de père et de mère. C'est ça les seuls Congolais. Et pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec vous. 5, Les Congolais, ce n'est pas des pères et des mères. l'article 5, Maître, l'article les Congolais, c'est des pères ou des mères. C'est ça le Congolais. non, les Congolais de père et de mère pour les postes de président de la République, mon cher ami, c'est ça les droits politiques. Le droit politique principal, c'est d'être président de la République, d'être Premier ministre, d'être président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Ça, on ne peut pas se permettre de désigner des gens très fragiles qui peuvent vendre notre pays. Toute la misère que nous avons depuis l'AFDEL, c'est parce que nous étions infiltrés. Et l'infiltration jusque dans l'armée. On a connu dans ce pays un certain James Kabarebe qu'on nous a présenté comme Congolais.
chef d'état-major général. Ça, ce n'était pas un Congolais des pères ou des mères. Non. C'était un Congolais des pères et des mères qui l'avaient présenté. Oui, C'est mais, Mouzé qui mais nous l'a tout présenté. ça, c'est une infiltration. C'est pour cela qu'on dit, nous cherchons, pour moi, je proposerai que le candidat président soit celui dont la nation est chevillée au corps. Très bien. Merci beaucoup. Maître Bondo, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, le barreau métropolitain de Kinshasa-Gombe et aussi à la CPI. Professeur... Et au tribunal spécial pour le Liban. Très bien. Et professeur Voto, on termine. Vous avez, Maître Bondo, pris à plus de temps que vous, à l'avance d'ailleurs. Concluez l'émission, s'il vous plaît. Non, rien de spécial. Non. Le débat était équilibré. Je ne me plains pas pour le temps. Donc, merci beaucoup. C'est un plaisir de retrouver Maître Bondo. Nous souhaitons toutes les bonnes choses pour notre pays, que nous ayons des élections apaisées. Moi, je dis toujours, les élections ne sont pas une fin en soi. Ceux qui font des élections une fin en soi, ils n'ont aucune vision de ce pays. Ce qui nous importe, c'est le développement de ce pays. Voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous avez donc suivi ce débat. S'il a été enrichissant, c'est tout simplement parce que les invités étaient à la hauteur et ils nous ont donné un vrai régal. Ça veut dire une émission de grande facture qu'on a beaucoup aimé. Alors, vous pouvez donc appeler au numéro qui est affiché sous les bas de vos écrans. N'oubliez pas de vous abonner à Elite Télévision, de vous abonner à Congo Buzz Télévision, de vous abonner sur nos pages Christian Bossembe, Facebook, Twitter et tout le reste. Merci de nous faire savoir que vous nous aimez, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.